your name and affiliation. And also, please use the microphone. On va faire une question chacun et si on a le temps, on fera une deuxième ronde. On va commencer avec Guylaine Bussière, Radio-Canada. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Québec. Si on comprend bien votre énoncé de ce midi, tout le monde doit un peu réduire ses attentes, hein, les gens, les entreprises, et aussi le gouvernement doit profiter de chaque occasion là, pour investir, chaque petite occasion. Vous, là, comme grand-père, comme père de famille, c'est quoi quel conseil vous donneriez à votre famille, à vos enfants, aux gens aujourd'hui pour passer au travers de ça, pour s'adapter à cette nouvelle situation? Oui, moi, c'est rare pour moi d'offrir des conseils spécifiques aux gens, mais c'est juste pour aider tout le monde à comprendre les forces qui sont présentes. Ce sont des forces très profondes et graduelles. Alors, souvent, je rencontre les gens qui pensent que les taux d'intérêt vont monter tout de suite ou quelque chose comme ça. Et je dis, bon, donc voici les processus. Les processus sont beaucoup plus graduels. Et si on fait un plan de retraite, si vous êtes à l'âge de 30 ans ou quelque chose comme ça, il faut considérer cette réalité en faisant ce plan. Mais pour les conseils spécifiques, non, je ne veux pas offrir quelque chose comme ça. Greg Quinn. Greg Quinn, Bloomberg News. Good afternoon. Inflation has been at or below 2% for almost 2 years now. Yes. Looking at the last interest rate decision, it mentioned that the risks had tilted to the downside. Given we've had this longer context of weak inflation, what is it that's happened recently that tilted the risks down? For us, the main determinant of the inflation profile is the gap between the economy's output level and its potential level. And so those are levels, not growth rates. It's a very important thing. So over the course of the spring and summer, as you are well aware, we had both lower investment in the United States than we expected, and lower investment in Canada than we expected, and between the two, lower exports than expected. Those things probably all kind of fit together because investment in the U.S. is a very important driver of our export performance. And until we can do a more fulsome analysis, which we'll bring forward on October 19th, all we said on September 7th was that even though exports recovered nicely in July, it's reassuring that occurred. Nevertheless, the cumulative effect on the level is such that it suggests that there's some downward bias in the projection for inflation. In other words, that the output gap is a little larger than what we were calculating at that time. But I hasten to add that that's based on a continuous monitoring of monthly data and has not been subjected to our full dynamic analysis with our model and a full update of everything. But that's how we expressed it, a downward tilt, or a tilt to the downside, I think was the exact term. And that's just letting people know, they're acknowledging that the data have not quite been in line. And, we've tried to explain them, through special factors and so on, and that leaves something still unexplained. So that's being subjected to deeper analysis now. Rudy Lecourt. Oui, Rudy Lecourt, la presse plus. Tout à l'heure, devant la salle, vous avez dit que les données n'étaient pas très coopératives. C'est votre... Ouais. Et que ça allait prendre environ 2 ans qu'il faudrait attendre. 2 ans, pourquoi exactement? 2 ans, c'est un chiffre rond, en effet, que nous avons dit dans NPR de juillet qu'on a estimé une fermeture de l'écart autour de la fin de 2017. D'ici, ça c'est un moyen de 2 ans, en effet. Mais comme je l'ai mentionné, nous avons nos risques sont orientés vers là-bas.
Ça peut avoir plusieurs effets dans la prévision. Je ne vais pas deviner ces effets. Le 19 octobre, on aura une histoire complète pour vous. Mais avant ça, une forme qu'il pourrait avoir, c'est que la période de fermeture est plus longue, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent changer dans la prévision qui changent cela. Alors, c'est une question très complexe. C'est pourquoi nous lisons un modèle. Ce n'est pas une calculation très simple, pas l'arithmétique. C'est une question très dynamique et ça demande un modèle pour le faire, pour faire un calcul approprié. Alors, pour moi, c'était juste une référence que ça va prendre du temps. On imagine une période up to 2 years, presque 2 ans, mais c'est vrai que maintenant, our prévision, c'est autour de la fin de 2007. On va vers l'arrière. Oui, Pierre Couture, Journal de Québec, Journal de Montréal. On voit beaucoup apparaître une montée du protectionnisme, notamment il y a des élections aux États-Unis, une campagne électorale, et on voit des candidats parler beaucoup de protectionnisme. Est-ce que ça vous inquiète ou ça inquiète la Banque du Canada de voir ce type d'idée? Oui, ça m'inquiète. Le dialogue concernant le commerce international en ce moment, pas juste aux États-Unis, mais dans beaucoup de domaines, est un peu protectionniste ou au minimum, ça suggère un manque d'appréciation pour les bénéfices ou les retombées positives du commerce international. Et alors, je pense, comme je l'ai mentionné, c'est la tâche de tous les décideurs, les entreprises, les CEO, etc., de parler plus de cela pour faire comprendre. En particulier, je pense que les employés probablement ne comprennent bien l'importance de libre-échange, par exemple, pour leurs emplois, leurs entreprises. Alors, c'est important que la conversation soit plus balancée. Et j'ai une occasion de faire ça, et les autres doivent faire la même chose. Kim? Hi, Governor Poloz. Thanks for taking these questions. Kim McCrail from the Wall Street Journal. I want to return to the question about exports, which you began to speak about earlier. A lot of economists and analysts viewed the bank's last statement on exports as more pessimistic after having been more optimistic previously. I'm wondering if you can address what they see as a shift in tone, and if you can elaborate a little bit more on what specifically led you to, if there is a shift in tone there, what led you to that shift, and why did that happen at the time it did? Okay, so if I can, I'd go back to the famous Chart 6 in the NPR from July, where you can see in non-commodity exports, there has been a very, very large recovery in the level of exports. So we're basically very close to the level we were at before the crisis happened, which is a very large decline and a recovery. It's been an uneven recovery, and those who focus on the short-term movements and the growth rates, are prone to miss the fact that there's been such a sizable recovery in exports, and it's the levels that create our incomes every day, not the growth. And so that chart is quite encouraging to us, and our forecast given in July was, as I described it, a very conservative one, which was one in which the dotted lines in that chart were rising only at the speed of the U.S. economy. So in other words, if the U.S. economy continues to grow, which almost everybody believes it is, then those dotted lines continue to rise. And there's no extra effects in that forecast from the lower Canadian dollar or shifts in composition that might be favorable.
Now, of course, in the second quarter, the U.S. economy did underperform, and it was a lot of investment that was lower, and also housing. So these are two really important areas for Canada's exports. So that offers a certain amount of explanation, and we think the U.S. economy is seeing a recovery. You know, it's just bumps and wiggles, really, but you know, every data point matters. And so that explains some of it, but it leaves some unexplained. Why is the U.S. economy investing less than we thought? So we're trying to understand that. And if they are going to have a lower trajectory for investment, we will have a lower trajectory for exports. That's the way our forecast will work. So what we're offering there is full disclosure that those are the things that we're watching. That's one respect in which our forecast has clearly not been quite as good as we thought. And yet the rebound in exports in almost everything in July gives one a certain amount of reassurance that, oh, okay, so it's not like, they never go in a straight line, and that proves it, of course. But so we have to weigh all that new evidence over the next few weeks and come back in October with a fuller story around that and whether there's actually revision down or not. At this stage, it's just, that's what we said, it's tilted to the downside because it's about judgment and risk. So within risk management, that meant that although there's a downside risk, it doesn't mean there's some mechanical policy implication. What it means is that it's still within the zone that we consider to be appropriate for our interest rate setting. And there's other things to come in the data. We know we've been waiting for the fiscal effects to come. Well, the checks for the child benefit went out in July. The tax rate adjustments started in January, but the big move on consumption will probably come from the child care benefit. It went out in July. And the infrastructure spending program is just beginning. So the agreements have just been finalized in most provinces. So the money is beginning to flow. So as we get third and fourth quarter data, seeing through the bumps and wiggles from the fires in Fort McMurray, the adjustments, it's a very complicated time for us to make a forecast. So I hope you appreciate that. I'm being as fulsome as I can be. So I hope that it's clearer for us in October 19th, but chances are it still will be unclear. Michel Corbeil, la presse canadienne. Bonjour. Tout simplement une précision. Si je comprends bien, vous partagez l'opinion de Mme Lagarde du Fonds monétaire international sur la justesse du programme d'infrastructure du gouvernement Trudeau. Vous êtes d'accord, vous endossez sur un tel programme, une telle orientation en tout cas? Mais ce n'est pas pour moi d'être d'accord ou pas d'accord avec Mme Lagarde. J'ai mentionné dans mon discours qu'il y a des bénéfices profonds d'un programme d'infrastructure. Si l'infrastructure est bien ciblée, c'est-à-dire les infrastructures qui vont faciliter la croissance de l'économie, et ça c'est l'intention du gouvernement. Alors, je suis optimiste qu'on n'aura pas seulement l'effet sur la demande dans l'économie. C'est certain que quand on dépense l'argent en construisant l'infrastructure, ça a un effet de demande. Mais une deuxième phase, il y aura un effet sur la facilitation de la croissance pour les autres entreprises. Et ça va toucher probablement ce taux de croissance naturel ou de potentiel. On peut simplement regarder les données et après du temps, on peut voir ses effets. En ce moment, ce n'est pas une prévision. On a une prévision de 1,5% pour la croissance de potentiel. Mais avec cette infrastructure, il y sera peut-être un risque vers le haut avec ça, mais ça va prendre du temps. Ça, ce n'est pas quelque chose pour cette année, ou même peut-être l'année prochaine. Ça prend du temps pour construire cette infrastructure et pour avoir ces effets. Alors, on ne peut pas prévoir ces effets, mais dans la littérature, il y a des arguments et l'évidence empirique qui est encourageant. Leah Snur with Reuters. You've spoken a bit recently about the housing markets in Toronto and Vancouver.
in the statement earlier this month, said that there were some early potential signs of moderation in Vancouver. Yes. Is there a risk that a significant slowdown in activity in Vancouver will weigh on broader GDP? I'm not really calculating a risk of that sort. I think, generally speaking, when there's a bit of a slowdown or even a correction in prices in one market, our experience has been that it rarely is contagious, if you like, which what I think would be the ingredient you'd require for it to become more generalized. For the most part, the Canadian housing market seems to be operating on its fundamentals. It seems to be a little, as we've said, a little overheated, possibly, or very difficult to explain all the rises in prices in Toronto, but especially in Vancouver. And so that's how we've characterized it. And for now, it's only been a short time since that new tax went into effect. So, is that just a sign of the delay of some transactions? I don't know. We'll have to see with a little more data what the outcome of that is. One of the things we should bear in mind is that the Vancouver economy is actually very strong. It's very high rates of job creation, income generation. So the fundamentals underneath that market are very strong, just as it is in Toronto. It can change, a change in the perceptions of the future of housing prices can affect people's behavior, but I think the fundamentals would continue to speak loudly in those two places. We have time for two more. On peut en faire une en français, one in English. Rudy Lecourt. Oh. Oh. Merci. Je voudrais revenir sur la question de l'épargne. Vous avez suggéré que c'est beaucoup plus difficile maintenant pour un jeune de prévoir sa retraite que quelqu'un qui est déjà à la retraite. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'argent de côté. Le gouvernement du Canada a choisi de bonifier le régime de pension du Canada, mais Québec hésite toujours et planche plutôt pour une proposition beaucoup moins généreuse. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Premièrement, je ne vais pas offrir un commentaire aux politiques fiscales au Québec en particulier. Mais c'est certain que les ajustements de CPP font partie de la solution. C'est l'objectif du gouvernement d'augmenter les fonds qui sont disponibles pour les gens. Et ça va prendre du temps pour être complète, mais c'est un changement positif. Ça peut peut-être avoir des effets sur la confiance des consommateurs, certainement les consommateurs qui sont déjà en retraite ou sont prêts à ce point-là. Mais à part de ça, c'est juste pour le reste du monde et pour tout le monde, il faut prendre compte de ces effets qu'on va vivre plus longtemps et les taux d'intérêt seront moins. Alors, cette arithmétique, il faut ajuster le plan pour prendre compte de ça. Et le CPP, c'est une partie de cette solution, mais ça ne va pas corriger toute cette question pour tout le monde. On va aller à Guylaine Bussière de Radio-Canada, qui avait levé sa main. Bonjour. Vous avez évoqué la croissance des jeunes entreprises comme un point positif là, dans votre énoncé tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique la santé dans ce secteur-là, les indicateurs? Est-ce que c'est les philosophies de ces nouvelles entreprises-là qui sont moins gourmandes peut-être que les grandes entreprises déjà établies? Comment vous expliquez la situation? Bien, c'est juste qu'une partie d'une croissance naturelle dans l'économie. En école, on parle d'une croissance schumpeterienne. C'est Schumpeter. C'est le creative destruction processus de Schumpeter.
C'est un processus où c'est la naissance des entreprises qui est le moteur de croissance de l'économie. Et partout dans le monde, on a vu une interruption de ce processus durant la crise et après. Et ici au Canada, par exemple, avant la crise, nous avions un taux de croissance autour de 3% de la population des entreprises ici au Canada. Et c'est presque la même chose aux États-Unis, autour de 3%. Et nous avons perdu les entreprises durant la crise et après. Et la reprise dans ce processus de création des entreprises vient de recommencer durant les dernières 12 à 18 mois ici au Canada. C'est une croissance d'autour de 1%. Mais ça, ce n'est pas assez pour soutenir ce taux de croissance naturel. En même temps, aux États-Unis, ils ont atteint le même niveau, autour de 3% de croissance de la population d'entreprises, même niveau qu'avant la crise. Ça, c'est un signe très, très positif pour l'économie, très fondamental. Les jeunes entreprises créent beaucoup de nouveaux emplois et créent des produits et des services nouveaux. Et puis, ce sont les grands changements de productivité pour l'économie en agrégat. Ce n'est pas les changements incrémentaux pour les entreprises existantes, c'est les grands changements pour les jeunes entreprises qui font les grandes contributions pour la productivité. Alors, c'est un ingrédient très important pour nous et ça manque jusqu'ici. Ce n'est pas vraiment là, mais je pense que ça recommence et je regarde cette série très soigneusement. Et ça pose des questions concernant le financement pour les jeunes entreprises, les autres barrières, par exemple, est-ce que c'est possible d'engager les travailleurs qui sont bien, je m'excuse, qui ont des skill sets, etc. J'ai entendu les histoires ici que c'est difficile de trouver les employés ici parce que la demande est bonne. Mais tout cela, ce sont les ingrédients qui sont très importants et il faut regarder ce processus soigneusement. C'est ce qui complète notre conférence de presse. Merci beaucoup. Thank you very much. Un grand merci. Thanks.